Bonjour à tous, je m'appelle Mireille Séjalon, je suis psychologue et psychanalyste et didacticienne à l'Institut de psychanalyse humaniste initiatique à Fréjus. Donc j'ai choisi de traiter de la médiation écriture et ce qui m'intéressait c'était de vérifier en quoi l'écriture est-elle thérapeutique. Alors, bien évidemment, on est sur un axe de liaison. On va lier, l'écriture lie et relie les lettres, les mots, puisque lorsqu'on fait des exercices de grammaire et d'apprentissage de la langue française, toute la difficulté est de faire des liaisons qui sont justes ou correctes ou originales. Et du coup, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de pouvoir relier des éléments de ce que j'ai pu entendre des différentes interventions de la journée, qui sont en écho avec ce que je vous propose. Donc, Cécile a parlé de pulsation, de respiration, de vibration en lien avec la mémoire. Et on va se rendre compte que dans la pratique de l'écriture, il y a vraiment ce mouvement, et c'est vraiment un mouvement corporel. Et je passerai, ou une respiration, je passerai entre autres par Diane Pellin, qui est une écrivaine que je ne connaissais pas, c'est mon amie Muriel qui m'en a parlé, et avec qui j'ai fait une interview, et qui a vraiment fait résonner cette notion de respiration, donc qui nous vient de l'intérieur, qui est en lien avec ce mouvement respiratoire lorsqu'on écrit. Et j'en ai mesuré du coup vraiment l'axe corporel. Et en sachant que pour écrire, effectivement, même si j'utilise l'ordinateur, il me faut bien une ou deux mains. Ensuite, Mimi nous a dit je me cherche, j'arrive pas à dire son prénom, c'est Magnalène. Donc elle a répété ou compulsé, comme on dit en psychanalyse, je me cherche. Et elle est passée par le fait que les mots étaient contenants. Donc ce qui est intéressant dans cet axe en quoi l'écriture est-elle thérapeutique, c'est de comprendre qu'en fait, chaque mot est un contenant, est une enveloppe. Et Didier Anzieux, qui est un psychanalyste, parle, lui, de la peau des mots. J'avais trouvé quand même assez intéressant de pouvoir passer par cette fonction-là, la peau des mots. Elle a fini par quand même je suis vivante. Donc j'ai trouvé que c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'elle nous a transmis, ce mouvement respiratoire et cette harmonisation, pulsion de mort, pulsion de vie. Donc dans ces mots, elle ne les a pas écrits puisqu'elle nous en a parlé, mais on était bien sur je suis vivante après tout ce qu'elle a traversé. Alors chez Alain, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et finalement il est photographe aussi, il nous en a peut-être pas parlé, mais là pour le coup ça le confirme. Il a beaucoup insisté sur le regard. Le regard. Donc c'est chez l'écrivaine, il y a vraiment cette question du regard sur ce que j'écris pas, et tout ce travail de transformation ou de sublimation qui est à l'œuvre lorsque l'écrivain écrit ou le poète écrit. Et ce regard qui est chez la plupart des écrivains, c'est quand même si ça part de soi, ça part de je, ils insistent quand même sur le fait qu'ils sont sur de l'universel. Oui, j'écris avec mon identité, j'écris avec ma peau, j'écris avec mes souffrances, avec mes expériences, mais il y a cette notion d'universel. Donc j'ai trouvé ça effectivement assez intéressant. Ce que je vais écrire, je sais que ça va faire écho à un grand nombre de personnes. Donc ce regard et cet effet miroir en fait, qu'on retrouve bien évidemment dans la photo. Alors, ensuite, si je passe par l'intervention de Dominique, il a insisté sur le fait que dans la psychophanie, mais pas seulement, il y a un discours qui est déposé. Il y a ce je qui est déposé, et en fonction des écrivains, ils vont utiliser soit le je, soit ils vont utiliser d'autres personnages. Je passerai entre autres par un élément en lien avec Diane Pellin, où ils expliquent effectivement qu'ils vont utiliser je dirais même le corps et l'expérience et les mots d'autres personnages, soit pour parler de leurs propres expériences, qui sont parfois pas nommables ou difficilement nommables, soit ils vont donc déplacer ou
ou faire entendre à travers d'autres personnages et certaines histoires leurs contradictions, leurs ambivalences, leurs combats, leurs expériences. C'est comme ça qu'ils vont le partager. Un discours qui va donc me déposer. Pardon, me dépasser, excusez-moi. Me dépasser. Un discours qui va me dépasser. Alors, Chloé est passée par se libérer. Effectivement, l'art-thérapie nous permet de nous libérer, nous permet aussi de nous rencontrer. Et la plupart, effectivement, des témoignages des écrivains-écrivaines, il est de cet axe-là, c'est « je me rencontre ». Ça me permet de me rencontrer et notamment de faire écho à ce corps, il a une mémoire. Ce corps, il a une mémoire. Et on verra que très souvent, l'écrivaine, il ne sait pas vraiment ce qu'il va écrire. Il ne le sait pas, il a quelque chose, effectivement, qui le dépasse, qui le pousse et qui parle de sa mémoire, de la mémoire des hommes, de la mémoire de son origine, etc. Et enfin, pour faire le lien avec Lynn, qui a donc traité du tatouage, écrire demande, alors soit de l'encre pour l'écrivain qui écrit avec un stylo, et si effectivement il écrit à l'ordinateur, à un moment donné, de toute façon, il va y avoir impression, et on va imprimer, donc il va y avoir de toute façon de l'encre. Donc il y a cette notion d'ancrer, cette notion d'inscription corporelle qui là est projetée, puisqu'on est quand même sur un mécanisme projectif qui est utilisé par l'écrivain, et qui peut correspondre aussi effectivement à cette notion de rite de passage, puisqu'on verra qu'il y a certains livres ou textes qui sont vraiment, qui représentent vraiment des rites de passage pour certains écrivains. L'élément effectivement important, c'est la notion de trace. On est sur une trace. Ce besoin de tracer et d'écrire grâce au mouvement projectif. Donc l'écriture, c'est comme un lieu d'expression et d'élaboration des problématiques personnelles. L'écriture, elle va favoriser un travail de négociation qui sera donc destiné ou qui va favoriser donc une issue positive, très souvent aux problématiques existentielles. Alors la création, elle peut être, cette création, donc quand on passe par l'écriture, peut être perçue comme un étayage symbolique pour l'écrivain. Alors si je passe par Freud, qu'est-ce qu'il dit Freud donc lui, il dit que les émotions peuvent être transformées effectivement sur un axe de sublimation. Je ne vais pas revenir dessus, d'autres en ont déjà parlé. Et là, on est sur cette énergie, on est sur de l'énergie qui au départ est une énergie sexuelle, mais en fait c'est la pulsion de vie. Donc cette énergie, elle est dédiée à des réalisations artistiques. Et il écrit, donc je crois que c'est Chloé qui l'a posté sur Facebook, « Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées, plus tard de façon laide. » Et justement, pour éviter effectivement qu'on soit sur des mécanismes de compulsion de répétition ou de destruction, le fait de les écrire chez l'écrivain, c'est pour qu'elles puissent ne pas être enterrées vivantes et en se libérant dans cette expression écrite, elles vont donc du coup se transformer. Alors, si on passe par Lacan exprime quelque chose de très court mais de très intéressant. Le mot, donc M-O-T, est déjà une présence faite d'absence. Le mot est déjà une présence faite d'absence. Alors, si on passe par ce qu'il a effectivement développé, Dominique parlait du récit, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Bon, lui, là, il parle du réel et il dit « Le réel, dirais-je, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient. » Oui, bien évidemment, l'écrivain, l'écrivaine va écrire et va se connecter comme le mécanisme du rêve, puisque certains psychanalystes envisagent que l'écriture soit de l'ordre du rêve éveillé. Donc, c'est l'inconscient, effectivement, une bonne partie de l'inconscient qui va s'exprimer dans l'écriture. Alors, Lacan préfère dire plutôt que l'être parlant, le corps parlant quand même. Nous, on insiste souvent sur l'être parlant, mais finalement, j'ai redécouvert qu'on était sur le corps parlant.
Et il précise que l'individu se présente comme il est foutu. Alors c'est intéressant parce que comment je suis foutu corporellement, puisqu'on est tous différents, comme un corps. Et si j'accepte mon corps parlant, j'accepte ma lignée, mon identité, ma corporéité, et il est possible d'accéder à ma singularité et à l'individuation en laissant le poids des transmissions négatives transgénérationnelles qui ne m'appartiennent pas. Alors, je parle de l'identité. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un entretien donc, avec une écrivaine et avec un patient qui écrit, lui, depuis l'âge de 13-14 ans. Et en fait, lui m'a dit que écrire pour lui, c'était un cri de l'identité. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez fort et puissant. Pour lui, écrire, c'est un cri de l'identité. Alors, je vais passer par Hannah Arendt, qui elle est une politologue, philosophe et journaliste. Et elle a écrit une phrase qui me parle. Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Et c'est là qu'on comprend ce processus de sublimation ou de transformation. C'est le fait d'écrire, et on passera par la pulsion tout à l'heure, par ce mouvement, cette respiration, est quelque chose qui est vital et qui permet à l'écrivain de pouvoir se sentir en action. Et en sachant qu'on est sur un fer qui est bon, un fer qui va permettre de liquider ou de penser, hein, P-A-N-S-E-R, les blessures, les souffrances et ou les injustices. Je reviendrai dessus après. Ainsi, écrire est un mouvement, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est un mouvement projectif. Et c'est de ce mouvement, cette pulsion, dont la source est corporelle, que je veux donc vous parler ce jour, qui est différent du désir quand même. Hein. Alors du coup, je vais passer par une autre psychanalyste qui est Mélanie Klein et qui, elle, insiste sur le fait que dès le début de la vie, il existe une lutte entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Alors, bien évidemment, elle reprend le concept de Freud. Et c'est cette liaison, je vous parlais de liaison tout à l'heure, ce lien entre les mots, cette puissance créatrice, cette force biologique inconsciente, continue, ce quantum d'énergie qui va émerger, et encore une fois, en lien avec ce qu'on appelle, nous, au sein de l'Institut, en lien avec la tripartition de l'être, hein, puisque le sujet écrit avec le corps. Je passerai par Diane Pellin. Il écrit aussi avec son psychisme. On est passé tout à l'heure par l'inconscient. Mais il y a aussi, Dominique, on a parlé avec la psychophanie, il y a l'âme aussi qui parle et qui écrit. Donc, pour faire un lien avec le corps, donc Diane Pellin écrit. Donc Diane Pellin est une écrivaine française et qui, entre autres, fait des ateliers d'écriture. Et en fait, elle en fait depuis des années et elle s'est rendue compte que les ateliers d'écriture qu'elle animait au début et qu'elle anime maintenant sont en train de se transformer puisqu'elle a pu vérifier le pouvoir thérapeutique des ateliers d'écriture. Et elle s'est rendue compte de ses propres limites. Et là, elle est en train de se former à la médiation artistique pour effectivement pouvoir accompagner ou contenir toutes ces transformations qui ont lieu auprès des personnes qui suivent ces ateliers d'écriture. Alors, elle écrit... J'ai d'abord cru qu'écrire, c'était une histoire de vocabulaire, de grammaire et de syntaxe. Et puis un jour, j'ai inspiré un peu plus que d'habitude. J'ai vu et entendu un peu plus aussi. J'ai compris que toutes ces images et sensations étaient une matière, ma matière. C'est là que j'ai rencontré l'écriture. Dans ce corps à corps avec la vie, je me suis nourrie et j'ai su que cette nourriture-là était mon essentiel. Je vais passer par une autre écrivaine. J'ai juste choisi une phrase, hein, je n'ai pas plus développé. Pour ceux qui la connaissent, c'est Leila Slimani, qui est une écrivaine franco-marocaine, hein, qui a eu à vivre dans son histoire une souffrance en lien avec une injustice assez conséquente concernant son père, hein, qui était emprisonné
pour des raisons qui n'étaient pas justes. Elle en a éminemment souffert. Et donc, elle écrit donc la chose suivante dans son dernier ouvrage qui est Le parfum des fleurs la nuit. Elle écrit « La vérité, c'est que les romans s'imposent à vous, ils vous dévorent. » Donc on voit bien que là, pour elle, écrire, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est vital. Et quand je parlerai d'Alexandre, qui est un patient hein, qui écrit, lui, il dit d'emblée que de toute façon, c'est son inné. Il sait qu'effectivement, écrire, c'est son inné. Je vais passer aussi par René Char, hein, pour ceux qui connaissent cet écrivain, et où on voit bien que l'inconscient parle ici, puisqu'il écrit « Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. » En cela, c'est intéressant quand même l'écriture, parce qu'on est vraiment sur ce phénomène de miroir. Encore faut-il que ce regard que j'ai sur mon écriture, je l'utilise de cette façon-là, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les écrivains. Donc écrire, c'est dévoiler quelque chose de soi, de l'intime, c'est se risquer à ne pas y arriver, vivre de la frustration. Les écrivains parlent beaucoup de ces frustrations et des tourments et de la souffrance que c'est que d'écrire. Donc on voit là quand même la compulsion de répétition, mais on peut le voir aussi chez les peintres par exemple, hein, chez plein d'autres, chez les musiciens aussi, enfin en tout cas chez plein d'autres artistes. Donc vivre de la frustration, voir les mots se dérober, s'exposer aussi à ne pas être compris, même s'il y a cette notion d'universalité, on n'est pas toujours compris, et aussi à être critiqué. Et ça peut parfois faire souffrir éminemment certains écrivains. L'écriture est un tissage, elle fait du lien. Donc, écrire un texte, c'est faire la paix avec les émeutes de l'esprit. Je trouvais que cette phrase aussi, elle en disait long. Hein. Écrire un texte, c'est faire la paix avec les émeutes de l'esprit. L'écrit peut devenir un témoin du vécu du sujet lui-même. L'écriture peut apaiser les tensions intrapsychiques, mais elle est aussi un médium, par essence, interrelationnel, puisqu'elle s'adresse aux autres. En premier lieu, je l'écris, je m'adresse à moi-même en miroir, mais elle s'adresse aux autres, ou au moins à un autre. Et c'est par ce passage-là, via autrui, qu'elle peut permettre, la plupart des écrivains le disent, d'acquérir de la distance avec soi-même. Alors, du coup, je suis obligée de passer par Winnicott, puisque Winnicott, un autre psychanalyste, lui, a développé cette notion, ce processus de trouver, créer, on en parle souvent à l'Institut, hein. Pour lui, ce concept, ce processus, il va favoriser ou optimiser ce qu'on appelle les fondations des assises narcissiques. Alors, le narcissisme, on en a un petit peu parlé, c'est l'amour porté à l'image de soi-même, et on a besoin d'avoir un narcissisme suffisamment bon, parce qu'on a parfois notre narcissisme plutôt négatif qui vient de nous jouer des tours, et dans toutes les formes d'art, mais entre autres l'écriture, le fait de ce processus trouvé, créé, peut permettre, entre autres à l'écrivain ou l'écrivaine, de se regonfler lorsqu'il est lu et lorsque ses ouvrages ou ses poèmes, et où je passerai aussi par la rappeuse française et d'origine argentine, Kenny Arcana, qui aurait pu être là mais qui n'est pas là. Je la citerai aussi en conclusion parce qu'elle fait des textes aussi qui sont vraiment magnifiques. Donc cela rebooste notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Et c'est aussi, alors là si je repasse par le processus trouvé créé de Winnicott, lui il en parle surtout en lien avec comment l'enfant il a traversé cette phase-là. L'enfant, pour grandir et pour construire son narcissisme, c'est-à-dire son amour porté à l'image de lui-même, il a bien fallu qu'il ait un cadre, qu'il ait une mère ou des parents et d'autres adultes qui viennent confirmer ses capacités de création. Ça part quand même de là. Confirmer ses capacités de création, on a pu le vivre quand on était enfant, quand on était ado, mais on peut avoir besoin de continuer à le travailler quand on est adulte. Et on en parlait sur cette journée de conférence. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes, des enfants, des ados, des adultes, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur pouvoir et leurs ressources créatives.
Et c'est vrai que c'est bien dommage. Donc c'est pour ça, c'est en cela qu'on vous invite à faire plein d'expériences. Alors là, je vais passer par le témoignage d'un poète qui, lui, explique qu'écrire lui permet de reconstituer son territoire intérieur, d'explorer sa matière et ses limites, tout en le rendant accessible pour une rencontre avec le monde qui l'entoure. Donc la poésie, pour lui, c'est le seul lieu où l'on peut légitimement dire « je ». En tant que poète, j'ai le droit de dire « je », et si je dis « je dois le faire de la manière la plus authentique possible. Et donc pour lui, la poésie m'a permis de devenir quelqu'un. Donc on voit bien la co-construction, on voit bien combien c'est important pour lui. Alors là, je vais m'intéresser plus particulièrement à Alexandre, qui a 21 ans. Alors Alexandre, il a commencé à lire très jeune. Il se souvient avoir passé des heures à lire. Il pouvait passer 3-4 heures à lire, et notamment à lire des pavés. Il a commencé entre autres avec Harry Potter. Pour lui, lire correspond à ce mouvement. Pour lui, c'est vraiment un mouvement. C'est pour ça que je parlais de respiration. Et qui correspond à « fais-moi découvrir ce monde et laisse-moi soulever chaque pierre de ce monde ». Vous comprenez, pavé, laisse-moi donc découvrir chaque pierre de ce monde. À 21 ans maintenant, il est passionné par la littérature. Alors, il fait des études de droit, mais il est passionné par la littérature. Il lit actuellement ainsi par les Zarathustra de Nietzsche. Et il s'intéresse aussi à la littérature d'horreur, hein, ça n'a rien à voir. Il explore plein d'autres mondes, cinéma, jeux vidéo. Il continue à écrire. Il a commencé vers 13 ans à écrire des histoires de dragons, d'épopées, et il considère que c'est son inné. Donc, pour lui, écrire, c'est pouvoir créer un monde. C'est un échappatoire, c'est de quoi penser. Alors, penser, il écrit P-E-N-S-E-R, et moi, je rajoute un P-A-N-S-E-R, penser à autre chose, extérioriser ma rage. Il se souvient que pendant des périodes de révision, plein d'idées lui venaient en tête, comme si ça débordait. Alors, il écrit actuellement un roman. Il a eu une période où il n'a pas pu écrire, donc cela lui a manqué. Il en parle comme « J'avais besoin, ce livre fait partie de moi, je l'avais oublié, je me suis oublié ». Et il verbalise, en parlant à son livre, hein, quelque part, hein, on pourrait presque dire que c'est son mot auxiliaire, « Tu avais oublié que tu faisais partie de ma vie, mon petit compagnon contre beaucoup d'épreuves ». Alors, pour lui, écrire, c'est sortir des trucs qu'on a dans la tête. Quand j'ai des créations en tête et que je ne peux pas les sortir, cela finit par me bouffer. On voit bien une forme d'envahissement. Hein. L'écriture lui permet d'évoquer sa représentation aussi du monde actuel, de décrire les aspects, entre autres, misanthropiques, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de questions existentielles et parfois il souffre de ces paradoxes et de ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, il peut, à travers ces personnages, parler des aspects misanthropiques au regard de ce que les hommes sont capables de faire à leurs semblables. Il parle aussi de l'horreur et du coup, il imagine aussi dans son roman du post-apocalyptique ou ce qu'on appelle de la dystopie. L'acte d'écrire pour Alexandre, c'est normal, c'est nécessaire, c'est un besoin d'extérioriser, de faire quelque chose de plus. Et qui lui permet de dire, de toute façon, on ne peut pas échapper à la société, donc le fait d'écrire, c'est un cri de l'identité et c'est dénoncer ce que l'on est. Donc pour lui, c'est aussi le fait de se vider la tête de toute émotion négative, on voit bien là qu'il va du coup projeter ses pulsions agressives pour qu'elles ne l'envahissent pas et pour que ça puisse du coup lui permettre de retrouver en fait une harmonisation entre sa pulsion de mort et sa pulsion de vie. Le fait de se vider la tête de toute émotion négative que je porte, d'extérioriser tout ça, d'exorciser les émotions négatives et de sortir tous mes traumatismes est essentiel. Il explique, avant il y avait moi et le roman. C'est intéressant pour les élèves analystes, hein, puisqu'on parle de moi, maman. Hein, c'est maman et moi maman. Hein. Donc là, pour lui, il y avait moi et le roman. Maintenant, c'est le roman et moi. C'est comme s'il y avait une altérité avec le bouquin maintenant. Alors, la notion d'altérité, elle est très importante. Hein, le regard, le grand autre dont parlait Dominique en lien avec Lacan est très, très importante. On voit effectivement que l'écrivain
il a besoin effectivement en miroir d'aller vérifier qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a pondu, qu'est-ce qu'il a déposé et comment ça peut l'aider à continuer à se co-construire. Donc toujours Alexandre, je suis devenue comme ça, cela donne envie de vivre et de créer. Les obstacles poussent à créer, je suis devenue fort, je parlerai de tempérance désormais. J'écris plutôt à la bibliothèque universitaire où je sens une dynamique de travail. Écrire, c'est vouloir vivre, vouloir créer. C'est un miroir qui renvoie à ma propre solitude. On reviendra sur cette notion de solitude quand je parlerai de Fatou Dioumé, qui est une écrivaine franco-camerounaise et qui a fait plein d'expériences dans sa vie de solitude et qui fait qu'effectivement, à un moment donné, elle a utilisé l'écriture pour parler et se co-construire. Pour finir avec Alexandre, il dit c'est pas forcément thérapeutique, mais cela m'a permis, alors il dit ça, mais finalement on pourrait le valider, hein. Ce n'est pas forcément thérapeutique, mais cela m'a permis de mettre en scène certains personnages, notamment de démystifier ou d'attaquer la femme enceinte et d'évoquer les situations de maltraitance. Dans son roman, plus particulièrement, il y a des scènes et des personnages qui en disent long sur la complexité de l'humain. Voilà pour Alexandre. Alors maintenant, je vais passer par Diane Pellin. Alors, elle a rencontré la littérature très tardivement, on peut dire vers 18 ans, avec un livre en particulier, qui est quand même La Nuit des enfants rois, le roman de Bernard Lantéric, et qui lui a permis de passer de la lecture imposée à la lecture plaisir. Elle a commencé à écrire vers 15-16 ans, et lorsqu'elle a commencé à écrire ses romans, elle explique « J'ai rencontré l'écriture », et elle parle de l'écriture sensorielle en donnant des bouts de moi. Donc quand j'écris, c'est pour ça que quand je parlais de la peau des mots, on voit bien que quand elle écrit, elle donne des bouts d'elle-même. Donc j'ai rencontré l'écriture sensorielle en donnant des bouts de moi, ce qui a transformé des choses en moi. Écrire, oui, permet de passer des messages, d'interroger son histoire, son intime et de le connecter à l'universel. Et puis, elle a écrit plusieurs ouvrages, 3 ouvrages, et à son 4e, on a écrit d'autres depuis, qui est très particulier, qui s'intitule « Quand je serai grande, je serai vieille », qui est sorti en 2015. Elle a écrit 3 années après avoir qu'elle a écrit 3 années après avoir eu à être confrontée à un cancer. Quand elle a commencé d'écrire, donc 3 ans après, elle a commencé par le « elle ». Son personnage, c'était le « elle ». Elle a mis donc de la distance. Et puis, au bout de 50 pages, elle a compris qu'il était important qu'elle utilise le « je ». Donc pour elle, ce livre, il a été conçu avec un premier jet pour décharger ce flot, puis elle a travaillé son écriture et elle a fait le choix de le partager au public. Ce qui lui fait dire, on ne réalise pas la puissance de ce que l'on écrit, c'est une décharge libératrice d'émotions. Et puis il y a eu l'étape du partage par l'édition, qui est pas des moindres pour les écrivains, qui a provoqué une autre étape de transformation personnelle, où là, elle compare l'écriture à un souffle, une respiration, comme une inspiration et une expiration. Alors, pour faire référence à Freud, quand Diane Pellin explique qu'elle commence son livre en utilisant le « elle » et elle passe par le jeu, elle s'autorise, elle s'engage en passant par le jeu, ce qui peut indiquer quand même qu'elle a cheminé. Je vais du coup faire référence à Freud, qui lui passe par le renversement de la situation, c'est-à-dire que pour lui, raconter, c'est convoquer l'autre semblable, c'est mettre ainsi une certaine façon autrui à sa place et partager l'horreur du vécu traumatique. Donc au départ, c'est ce qu'elle a fait. Au départ, elle est passée par le « elle », et puis pour partager l'horreur de sa situation traumatique, et après, elle a senti qu'elle était capacitaire à passer par du jeu. Donc toujours avec Diane Pellin, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que écrire représente pour elle un acte libérateur, révolutionnaire.
c'est un acte de pardon, de création, un acte pluriel. Donc pour elle, elle considère que c'est effectivement c'est thérapeutique. Son écriture se métamorphose au fur et à mesure, explique-t-elle. Il est vrai que ce peut être aussi un refuge. Cet espace d'écriture permet de trouver du réconfort et parfois de retourner dans le passé. Donc on peut du coup faire le lien avec cette notion de régression. D'ailleurs, il y a certains écrivains, alors moi je ne sais pas ceux que j'ai choisis, mais qui effectivement sont dans une compulsion de répétition et n'avancent pas avec certains livres, certains livres. Parfois même certains régressent et passent par des phases de régression, de dépression. Écrire permet de donner du sens, de mettre en lumière des douleurs, des absences, des souffrances, mais surtout de mettre du lien, d'émettre du lien. Elle souligne, une fois qu'on y a goûté, c'est addictif, cela permet une remise en question. La rencontre avec ces personnages de romans permet d'aller voir la part obscure en soi. Donc je trouvais aussi que c'était intéressant de pouvoir le partager ça avec vous. Ensuite, elle compare son acte d'écrire à une grossesse. Cela fait des mois que je la prépare. Au départ, c'est un embryon, une idée, une petite graine plantée. Pendant 6 à 9 mois, l'embryon grandit pour devenir un livre. Diane considère qu'écrire peut être thérapeutique, mais inconsciemment, cela fait plus de 20 ans qu'elle écrit. C'est comme un objet récurrent, une obsession, avec des personnages qui présentent certains de ses traits de caractère. Donc on voit bien quand même qu'il y a aussi un aspect quand même un petit peu difficile. Il y a ces douleurs qui émergent, mais je pense comme nos douleurs à nous-mêmes, hein, toutes les douleurs qu'on transporte et qu'on essaye de sublimer au fur et à mesure avec plein de médiations différentes. Elle considère que dans la création, même si on parle d'esthétique, d'occupation, de création, tout créateur part de sa propre matière. Quand on la transforme, il y a une partie de vous qui se transforme. Je vais passer maintenant par Fatou Dioumé. Alors Fatou Dioumé, lors d'une interview sur Arte, là, elle a expliqué, et notamment dans un de ses ouvrages, hein, ça doit être son 3e, hein, qui est intitulé « Dans le ventre de l'Atlantique », où elle parle, c'est un roman qui met en scène l'histoire d'une sœur avec son petit frère. La sœur, le personnage principal est en France et son frère est au Cameroun, et il cherche sans arrêt à vouloir venir en France, venir s'installer, la retrouver, et elle, en fait, elle essaye de lui faire comprendre que venir en France, c'est très compliqué. Elle-même, hein, en tout cas, enfin, si on fait référence à Fatou Dioumé, elle a eu cette expérience de venir en France, parce qu'elle elle s'est mariée, un Français, elle est venue s'installer en France, puis elle a divorcé, elle l'a quitté 2 ans après, et après, elle a eu tout un cheminement où elle a travaillé, où elle a vécu des situations de racisme, et pour faire des études littéraires et devenir l'écrivaine qu'elle est maintenant. Et donc c'est Eldorado que certains, effectivement encore en Afrique, pensent. Elle a essayé dans ce livre, Le ventre de l'Atlantique, de le travailler. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu comme phrase dans l'interview n'est pas forcément de cet ordre-là, puisqu'elle dit « J'écris et je dis tout ce que ma mère n'a pas osé dire et faire ». Hein, elle a été plutôt élevée par son grand-père et sa grand-mère et son grand-père. Et elle a une histoire bien différente de sa mère. Et c'est sa façon aussi, en tant qu'écrivaine, de pouvoir libérer et s'engager et écrire tout ce que sa mère n'a pas osé dire et faire. Elle l'a dit, elle l'a écrit et elle l'a fait. Donc, cette écrivaine, elle s'insurge contre toutes les intolérances, elle défend le rôle de l'école, les valeurs républicaines, etc. C'est quelqu'un d'engagé. Et l'écriture de soi, pour elle, c'est réparation, c'est un acte d'engagement. Et notamment face aux impuissances, aux injustices et aux souffrances. Donc, dans Le ventre de l'Atlantique, j'ai juste retenu quelques phrases. Hein. Elle explique « L'exil, c'est mon suicide géographique. L'ailleurs m'attire, car, vierge de mon histoire, il ne me juge pas sur la base des erreurs du destin, mais en fonction de ce que j'ai choisi d'être. Il est pour moi gage de liberté, d'autodétermination. Partir, c'est avoir tous les courages pour aller accoucher de soi-même. On est encore à nouveau sur une forme d'accouchement quand même. Hein.
naître de soi étant la plus légitime des naissances. Tant pis pour les séparations douloureuses et les kilomètres de blues. L'écriture m'offre un sourire maternel, le lien avec cet espace contenant, hein, car libre, j'écris pour dire, la fameuse phrase, et faire tout ce que ma mère n'a pas osé dire et faire. Étrangère partout, je porte en moi un théâtre invisible, grouillant de fantômes, donc là elle parle du transgénérationnel, seule la mémoire m'offre en scène, au cœur de mes nuits d'exil, j'implore Morphée, mais l'anamnèse m'éclaire et je me vois entourée des miens. Alors Fatou Dioumé explique que lorsqu'elle a lu, donc ça c'est un des ouvrages extrêmement importants pour elle, on pourrait dire un peu initiatique, le fameux Le vieil homme et la mer, qui était le dernier roman d'Ernest Hemingway, qu'il écrit en 1951, elle a compris en lisant cet ouvrage, elle a compris ce qu'était la condition humaine, ça lui a vraiment parlé, ce témoignage, ce roman. Donc elle a compris la condition humaine, sa condition, notamment celle de son grand-père, parce que le personnage dans ce roman lui a fait penser à son grand-père et tout ce qu'il lui a apporté. Il est devenu un des siens, et elle dit « Je me promène avec lui, avec l'identité de cet écrivain ». Donc elle a pu faire des liens avec cet ouvrage, et ce roman lui a permis de mettre du sens sur ce qu'elle avait à vivre et à dépasser. Alors Fatou Dioumé a pu écrire une phrase qui est quand même assez, je dirais, juste et violente, hein, je vous la fais partager. Elle a écrit « Sur la balance de la mondialisation, une tête d'enfant du tiers-monde pèse moins lourd qu'un hamburger ». Alors, son dernier ouvrage, qui s'intitule « De quoi aimer vivre », et où elle a recueilli pas mal de commentaires, enfin de témoignages de personnes, entre autres, qui vivent en EHPAD, mais pas seulement, hein. Il évoque la solitude en sachant qu'elle est passée par des phases de solitude parce qu'après avoir vécu chez son grand-père et sa grand-mère, elle est allée en pension dans une grande ville camerounaise pour continuer ses études, et donc c'est là qu'elle a vraiment commencé à écrire. Elle a 53 ans maintenant, et elle a été du coup marquée par ce que justement cette capacité à écrire lui a permis de tracer. Hein, elle parle effectivement de tracer, de lier les mots et de témoigner en tant que sujet de ce qui l'affecte, de ce qui la bouscule. Pour finir sur Fatou Dioumé, elle a écrit aussi un autre ouvrage qui est poignant et qui s'intitule, je ne sais plus, je ne l'ai plus noté. Ah oui, si, c'est Les Veilleurs de Sangomar. Les Veilleurs de Sangomar. Elle fait référence à une tragédie qui a eu lieu donc, entre le Cameroun et une île hein, qui s'appelle Sangomar, donc, qui a fait 2000 morts en 2002. C'était un bateau qui transportait donc, la population et les touristes du Cameroun jusqu'à cette île de Sangomar, où ils étaient donc un bateau surchargé, où la sécurité n'avait pas été du coup appliquée, et qui a provoqué ce naufrage avec 2000 morts. Et donc elle a écrit du coup ce roman pour témoigner de ce qui s'est passé. Et l'héroïne du roman, c'est une jeune veuve qui vit son deuil à Sangomar. Et cette histoire est pour l'autrice une manière de parler de sa vocation d'écrivaine. Et elle écrit « Que reste-t-il de nous après chaque naufrage ?» Elle écrit aussi « C'est que le blues creuse l'estomac à force de vous dévorer de l'intérieur. Or, seuls les mots nourrissent quand les soucis remplacent l'appétit à table. » Et enfin, dernière phrase que j'ai choisi de partager avec vous. « Et quand le vide se fait insupportable, l'esprit se remplit de ceux qui manquent à l'appel. » Alors, pour en arriver à, on va dire, à bientôt la conclusion, je voulais passer par cet axe de transformation et ou sublimation, qui est vraiment à l'œuvre dans l'écriture. Le passage à l'acte d'écriture
très souvent par les écrivains, il est vécu comme écrire s'impose. On voit que c'est vraiment quelque chose, c'est une pulsion qui est plus forte que tout. Et ça met en branle tout un tas de processus. Et alors Freud, du coup, lui, il a travaillé comme suit, il s'est interrogé sur, mais où l'écrivain va-t-il chercher tout ça? Où l'écrivain va-t-il chercher tout ça? Où est-ce qu'il puise pour produire son œuvre? Alors c'est en cela, je disais tout à l'heure, que Freud et d'autres psychanalystes se sont interrogés et ont fait un parallèle entre l'acte d'écriture et le rêve éveillé. Certains considèrent effectivement que c'est une forme, c'est un stock de rêve éveillé qui va fournir le matériel primitif de l'élaboration. Ce matin, certains intervenants ont parlé du fait qu'effectivement, il y a l'inconscient, le préconscient et le conscient qui nous amène des éléments, qui amène des éléments à l'écrivain, mais il y a aussi, effectivement, comme on le disait, le corps, donc la psyché, et l'âme qui est aussi une source d'inspiration. Je cherche. Voilà. Alors, les contraintes de l'écrivain, voilà. Pourquoi le rêve éveillé? Parce qu'en fait, les contraintes de l'écrivain, elles sont considérées comme comparables à la censure du rêve et aux déformations qui en résultent. Et si, donc il y a une forme de censure, puisque l'écrivain va avoir ce premier jet, il peut passer des années, parfois il y a des écrivains qui vont passer des années à reconstruire et à réélaborer cette première écriture ou deuxième écriture. Donc il y a une espèce de censure qui est aussi inconsciente dans le rêve et présente dans le rêve. Mais dans les deux cas, la conséquence de cette censure, c'est la même, c'est la transformation. Donc on voit bien que les sources du travail de création, là, elles sont pulsionnelles, et c'est là que la création donc puise. On peut dire que le texte, il prend sa source dans le passé. On parlait de la mémoire, des cellules, on voit bien effectivement que l'écrivain, il va parler de la mémoire du corps, il va parler de la mémoire du transgénérationnel, il va parler de la mémoire de l'histoire de l'homme. Voilà, je vais essayer de... Alors, ce parallèle entre le processus créateur et le travail du rêve, ou du rêve éveillé, c'est qu'il y a quand même cette notion de plaisir à penser ou à créer, et qui permet effectivement de pulser cette source créatrice, parce qu'on sait que ce matériel va pouvoir aider à transformer ce parcours de vie, à rêver à d'autres possibles, d'autres projets, à co-construire et à transformer ce qui gêne, ce qui fait mal. Donc l'écriture peut représenter effectivement un travail thérapeutique qui va se déployer petit à petit, lentement en fonction de chacun, qui va transformer l'indicible en une représentation formula, parce que très souvent en fait, il y a des représentations qui petit à petit vont se transformer grâce à l'acte de l'écriture, afin de faire muer donc ce qui est indicible, ce qui est souffrance, ce qui émerge en une matière riche de possibilités, et ce qui du coup va être libérateur. Donc je vais repasser par ce fameux pot des mots d'Anzieu avant d'en arriver à partager quelques écrits de Kenny Arcana comme conclusion. Donc Anzieu, qui est un psychanalyste, effectivement, il considère que cette fonction d'enveloppe, elle joue un rôle transformateur. On le voit en art-thérapie, on le voit effectivement via le tatouage aussi, ou en psychophanie. Il y a une transformation possible, et notamment de l'élaboration des traumatismes.
Donc le rêve aussi est une enveloppe, l'écriture aussi est une enveloppe. Le rêve ou l'écriture va retisser ce que la vie a défait du mois pot. Donc le rêve ou l'écriture va retisser ou relier ce que la vie a défait du mois pot. Et donc l'écrivain, il va retisser l'enveloppe du rêve qui a pu ensuite elle-même restaurer l'enveloppe psychique. Donc pour pouvoir penser son traumatisme ou ses traumatismes, élaborer et ensuite transformer. J'ai des blancs aussi. Je vous laisse créer, co-créer. Voilà, donc je vais en arriver à la conclusion et passer bien évidemment par Marguerite Duras, qui a une phrase extrêmement forte, puisqu'elle écrit « Écrire, c'est hurler sans bruit ». Et enfin, je passe par la rappeuse Kenya Arcana. Donc j'ai choisi de vous lire quelques extraits de phrases de 2 chansons où elle dit « Libre comme le vent, appelle-moi fille du vent, parce que la vie est mouvement et que je peux lui rendre hommage, j'avance entre les hauts et les bas. » Kenya Arcana, elle a 34 ans maintenant. Comme je vous le disais, elle est d'origine française argentine. Elle a grandi à Marseille. Elle est militante altermondialiste. Elle fait partie d'un collectif, donc La Rage du Peuple, qui a été créé sur Marseille. Elle a connu une enfance instable, a fait de nombreuses fugues, mais elle va vivre en foyer aussi. Et elle a écrit à partir de 11-12 ans. Elle a rappé ses premiers textes vers l'âge de 12 ans. Premier album en 2006. Elle mène des combats en lien avec le capitalisme, l'oppression de l'État, du racisme, etc. Elle produit aussi des documentaires, dont un qui s'intitule « Un autre monde possible ». Et ces textes sont vraiment poignants, puissants et forts. Et du coup, je vais passer par un autre de ses textes, Le 5e soleil, qu'elle a écrit en 2008, dans son album en 2008. Même terre malade, je vais y arriver, même terre-mère est malade, mais terre même résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur, qui a tout déréglé, sanguinaire prédateur. Ensemble, nous sommes le monde, et le système n'est rien. Écoute le silence quand ton âme est en paix. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Le soleil est en toi, fais briller ta lumière intérieure. Et enfin, dans sa chanson « Je ne sais pas faire autrement », elle écrit « J'arrive de trop loin pour me taire, je parle pour de vrai, pas pour te plaire. D'un coup de stylo, j'ai sauvé ma vie. Tout à l'instinct, je ne sais pas faire autrement, j'ai qu'une parole. » Des questions ? Alors, vous entendez peut-être pas par Zoom, mais en fait, on a une élève Annalise Francis qui connaît Kenny. Enfin, oui, ouais, enfin voilà. Et elle ne pouvait pas parce qu'elle est très occupée, c'est ça. Voilà. Elle n'a pas envie de. Enfin, elle est oui. Chez elle. D'accord. Sur Marseille. Dans sa tribu, et voilà. D'accord. Elle a tellement de choses, et puis. Oui. Voilà. Mais on a prévu. On lâche pas. Non, mais c'est prévu, ça y est. D'accord. Ok. Oui. Approche-toi pour que ceux du Zoom puissent entendre. Oui, Alain. Ce que je voulais dire, ce que j'avais, lorsque tu as fait la présentation, là, il y a une personne qui a vécu la guerre ou des naufrages, ou une personne qui dit ça s'impose. Il me semble qu'il y a quelque chose du l'ordre de la survie quand on est dans la création. Et il y a Cocteau qui disait mais les artistes, qu'on peigne, qu'on chante ou peu importe, en fait, c'est pour sortir de l'enfer.
pour lui, je pense qu'il a vécu un enfer dans sa vie, etc. Mais il y a de l'ordre de dire, il faut que je survive à ce qui m'arrive, en fait. Alors c'est à différents niveaux, je ne compare pas quelqu'un qui vit les atrocités de la guerre avec quelqu'un qui a une vision de sa vie qui est... Enfin, voilà, mais je sais pas, voilà, il y a ce mot qui m'est venu, comme quoi dans la création, enfin, cette chose qui s'imposait, c'est une manière de survivre à ce qu'on vit. Oui, certains écrivains effectivement le disent, ils le disent avec leurs mots, mais dans l'ensemble, effectivement, on voit bien que c'est une pulsion, hein, c'est vraiment une pulsion qu'ils ne peuvent pas, j'allais dire, utiliser autrement. Donc effectivement, c'est vraiment essentiel, oui, tout à fait. Oui, oui. Francine, venez, oui, pour que tout le monde puisse entendre. Oui. Vous avez dit, c'est sur le besoin vital. J'avais vu un documentaire sur Amélie Nothomb qui, elle, se crée très tôt le jour où il fait encore nuit. Elle écrit très tôt le voilà, jour. Et elle disait que c'était une question de survie pareille, que si elle ne le faisait pas, elle mourrait. Et c'était très fort les mots. Et c'était vraiment, elle disait, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai qu'elle publie beaucoup de livres et tout. Et pour elle, c'était un besoin vital. Et j'ai trouvé ça très fort. Et on rejoint, voilà. Oui. Et beaucoup dans les œuvres, souvent, c'est plus fort que soi. On quitte à s'oublier. Parce qu'on voit les artistes, souvent, ils sont torturés de l'intérieur. Ils sont, enfin, certains peintres, les parcours qu'ils ont eus, ils sont dévorés par la passion. Et c'est ne pas faire, on ne peut pas faire autrement. C'est comme une question de survie. Voilà. Tout à fait, oui. C'est bon. Merci. Pas d'autres questions Moi, c'est pas une question. Oui. Mais, on a commencé la journée en musique. Merci d'ailleurs, c'était super. Et pourquoi on n'écouterait pas un son de Kenny Arcana si on a internet et que pour finir la journée comme ça, peut-être. Non. Oui, tu l'as ou bah vas-y, oui. Très bonne idée. Merci. Merci. Oui, merci.